Bonjour les internautes. Alors aujourd'hui, j'ai mieux dormi, enfin mieux, c'est relatif. Je suis un peu plus reposé, donc je vais vous parler des deux parcours possibles pour la transition. Sachez tout d'abord que la transition, ça demande du temps, des efforts, des forces, parce que c'est un très long parcours. Pour ceux qui suivent la voie officielle, tout du moins. Pour ceux qui suivent la voie non officielle, il faut savoir d'une part que rien n'est pris en charge, que vous payez de votre poche, donc il faut pour ça avoir les moyens parce que tout a un coût, les opérations sont particulièrement très chères, mais après c'est votre choix et puis je le respecte. Si vous choisissez donc la voie non officielle, il faut savoir que de toute façon la visite chez un psychiatre est obligatoire pour qu'il puisse constater donc qu'il y a effectivement une dysphorie de genre, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, et non plus le syndrome de Benjamin qui était avant 2010, et donc maintenant c'est de la dysphorie de genre. Donc il faut bien sûr être vraiment persuadé d'être transgenre, c'est-à-dire le ressentir au plus profond de ses tripes, au plus profond de son âme, parce que le parcours, même s'il est non officiel, est irréversible. Et il faut aussi que bien sûr il y ait les amis qui soient présents, parce que beaucoup tombent des nues, ne savent pas ce que c'est. Bien sûr ils en entendent parler à la télé, mais comme beaucoup de choses ils pensent que c'est pour les autres et qu'ils n'ont pas d'amis comme ça, qu'ils l'auraient vu et qu'ils l'auraient senti, et c'est souvent pas le cas, hein, je rassure. C'est comme ceux qui disent qu'ils peuvent sentir les homosexuels ou savoir qu'il y a un homosexuel à côté d'eux, et il y en a un qui fait partie de ses amis proches et il est incapable de le voir. Donc il faut déjà passer ces préjugés-là, avoir une bonne écoute et pas être dans la colère, parce qu'on est dans la colère et dans la peur et dans l'angoisse. Et puis après, il faut aller se renseigner. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Et puis, donc, à mon époque, moi je date des années Mitterrand, donc l'homosexualité venait tout juste d'être dépénalisée. Et puis maintenant, il y a des parcours donc non officiels qui se passent soit en Belgique, soit en Croatie, soit en Thaïlande, soit en Tunisie. Mais il faut bien que vous sachiez les risques que vous encouriez. C'est-à-dire que oui, ça va aller certainement plus vite, une fois que vous aurez trouvé donc le psychiatre qui vous aura dirigé vers un endocrinologue pour que vous puissiez prendre les hormones. Alors pour les hommes qui veulent devenir femmes, ce sont des androgènes, et pour ceux qui suivent mon parcours, donc femmes vers hommes, c'est de l'androtardil ou une crème à base de testostérone pure. Après les injections, c'est l'endocrinologue qui vous fixera le nombre, voilà. Mais alors l'androtardil, c'est une petite capsule avec une seringue intramusculaire. Et donc ce parcours qui pour l'instant non officiel va certes plus vite, mais avec les moyens financiers qui vont avec, parce que bien sûr les opérations ont un coût, les voyages aussi, mais le risque encouru, c'est bien sûr que s'il arrive, et ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, mais c'est possible, s'il arrive un souci après l'opération, c'est-à-dire une mauvaise cicatrisation ou des nécroses, ça peut se produire. Les médecins en France ne prendront pas le risque, et c'est compréhensible, de récupérer votre cas. En plus, il y a que en Croatie ou en Thaïlande la barrière de la langue,
Donc il faut que vous parliez un minima l'anglais pour que le médecin, les infirmières puissent se faire comprendre et puissent vous expliquer les soins. Et puis il y a les soucis d'hébergement ensuite, parce qu'il faut que vous restiez minimum une semaine, voire 15 jours là-bas, pour qu'ils vérifient l'état de vos cicatrices et de vos pansements. Donc bien sûr, en plus du coût de l'opération, il faut prévoir un budget assez conséquent pour pouvoir rester à l'hôtel, se nourrir, et puis après, pour la première opération, profiter un peu du pays. Parce qu'il y a donc 3 formes d'opération. Il y a la mastectomie, donc pour enlever les seins, qui fait des cicatrices. Donc je vous montre, qui fait une cicatrice à peu près là comme ça, parce qu'il vous enlève donc le sein. Suivant l'importance de votre sein, la cicatrice sera plus ou moins visible et plus ou moins conséquente. Et si vous fumez aussi ou pas, ou si vous buvez, ou si vous prenez de la drogue. Dans la drogue, j'entends par là aussi le hashish, enfin le chichon ou ce que vous voulez. C'est de la drogue. Voilà. Donc les cicatrices, selon que vous fumez, que voilà, vous prenez du hashish, sont un peu plus longues à disparaître. Moi je fume, donc voilà, c'est un peu la conséquence de ces cicatrices. Donc la mastectomie, ça, c'est après au minimum 1 an de testostérone. Donc la testostérone, il faut savoir que pour le non officiel, il faut avoir déjà bien entendu une équipe assez solide qui accepte de vous suivre. Pour la voie officielle, alors la voie officielle c'est plus compliqué entre guillemets, c'est-à-dire que il faut d'abord que vous alliez voir un psychologue ou un psychiatre, peu importe lequel, qui va vous suivre avant, pendant et après, parce que c'est très important d'être suivi, et je le répéterai jamais assez, c'est primordial d'être suivi. La testostérone, ça modifie bien sûr la voix, la pilosité, le corps. Ça peut des fois générer des douleurs, parce que les muscles changent de façon assez conséquente, de façon pour les hommes vers les femmes, je ne peux pas trop expliquer, mais pour les femmes vers les hommes, donc mon parcours, j'ai eu assez de douleurs musculaires. Ensuite, la testostérone va bien sûr avoir des effets sur le sommeil. On va dormir moins, donc pour ceux qui dormaient déjà pas beaucoup, comme moi, on va encore dormir un peu moins, et puis ça augmente la faim. Et oui, on va avoir un peu encore plus faim, et pour ça il faut faire attention à notre alimentation. Pour ceux qui voudraient entamer un parcours officiel, donc comme le mien, moi je n'ai que Sainte-Anne à vous proposer, mais je sais que sur Paris ou sur Marseille ou autres, il y a d'autres organismes de professionnels, donc toute une équipe qui nous suit. Donc le parcours professionnel, c'est largement plus simplifié, parce que une fois que notre dysphorie de genre a été reconnue, tout est pris en charge. Nos visites chez le psychiatre, nos visites chez le psychologue, nos visites chez l'endocrinologue, les opérations, l'hospitalisation, donc tout ça, et les prescriptions bien sûr, des injections d'androtardil, tout ça est pris en charge. Voilà, donc c'est déjà niveau pécunier, c'est largement pris en charge. À part les voyages, bien sûr, si vous habitez en province et que vous devez vous déplacer, qui ne sont pas pris en charge. Et c'est ce pourquoi aussi je crée mon auto-entreprise, pour essayer de simplifier les choses.
de pouvoir être même pris en charge sur les voyages, ou alors d'avoir des équipes qui, même si elles ne nous suivent pas, si on ne va pas se faire opérer dans la région où on est, mais qui sont capables de nous apporter les premiers soins, lapsus significatif. Il faut éviter les joints, voilà. Et même si nous ne sommes pas suivis dans notre région, au moins avoir une équipe qui nous suit là où on habite, pour nous éviter des déplacements qui sont onéreux, parce qu'on se déplace plusieurs fois par an. Sachez aussi que la prise d'Androtardil, que ce soit dans le parcours non officiel ou officiel, ce sera une prise d'Androtardil à vie, parce que la deuxième opération, donc, qui est l'hystérectomie, c'est-à-dire qu'il nous enlève les organes génitaux internes féminins pour qu'on puisse, parce qu'il faut en passer par là, que ce soit non officiel ou officiel, pour qu'on puisse changer notre prénom sur nos papiers, nos différents papiers, nous sommes obligés de faire l'hystérectomie, donc enlever l'utérus et puis les trompes de Fallope, enfin tout ce qui est organe reproductif féminin. Ça se fait par célioscopie. Donc c'est des petits trous dans le ventre, hein, c'est pas grand chose. Après, chacun subit la douleur comme il sent, mais moi c'était pas le plus douloureux. Donc dans ce parcours officiel, une fois que vous avez vu votre psychiatre ou psychologue et qu'il a reconnu votre dysphorie de genre, il vous enverra dans une équipe officielle, ou s'il ne sait pas, il vous dira je ne sais pas, et à ce moment-là vous tapez sur Google ou sur Firefox ou sur Internet transgenre, et il y a des sites qui sont très bien faits, qui vous donnent des adresses, des noms de médecins ou d'équipes officielles près de votre région ou près de là où vous habitez. Donc une fois là, vous avez une fois que vous avez écrit une lettre où vous expliquez votre mal-être, que vous n'êtes pas bien dans votre corps, que vous souhaitez changer de sexe parce que vous ne pouvez pas vivre dans un corps qui n'est pas le vôtre, vous avez un premier rendez-vous. C'est là où le psychiatre en question va confirmer ou infirmer votre mal-être ou votre dysphorie de genre. S'il infirme, c'est que soit vous n'avez pas été assez convaincant, soit c'est encore pas bien clair pour vous, et je comprends, parce que c'est perturbant et c'est irréversible. Donc vous allez avoir plusieurs séances avec ce psychiatre pour vous assurer que c'est vraiment ce que vous voulez faire, que c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et une fois que ça sera confirmé, là il va vous renvoyer vers un autre psychiatre pour confirmer son premier avis. Et ensuite vous allez passer une demi-journée à passer des tests psychologiques. Rien de bien stressant, hein. Il ne faut pas y aller en disant oh, qu'est-ce qui va se passer, Non, ce n'est rien de bien stressant. C'est juste pour voir si vous êtes apte psychologiquement à prendre des décisions seul, à raisonner, à savoir là où vous allez mettre les pieds. Donc une fois ces tests passés, vous avez une première commission. Donc endocrinologue, les deux psychiatres, la psychologue qui vous a fait passer les tests, qui vont se réunir pour savoir si vous pouvez commencer l'hormonothérapie. Et je dis bien juste l'hormonothérapie. Donc l'hormonothérapie, c'est la prise de testostérone ou d'androgène. Voilà, une fois que ce parcours est commencé, ne vous attendez pas tout de suite à des changements significatifs. Ça ne viendra pas au bout d'un mois, ça ne viendra pas au bout de 2 mois. Ça commence à la fin du 2e mois, début du 3e mois, où vous allez refaire une crise d'adolescence.
C'est-à-dire que pour ceux qui ont pas de chance, c'est l'apparition des boutons d'acné. Et puis la voix qui va commencer à muer. Donc au départ, notre voix, elle est un peu catastrophique parce qu'on passe des aigus aux graves, des graves aux aigus, enfin c'est un peu risible, et il va y avoir les premiers petits poils et les premiers changements physiques du visage qui vont apparaître, mais que nous on verra pas, mais que les autres verront. Donc quand les autres vous commencent à vous dire oh là là, ton visage il a changé, ou vous voyez ici voilà, c'est les cheveux aussi qui commencent à faire ici un peu à disparaître. Vous n'allez pas devenir chauve, attention, rassurez-vous. C'est simplement la pilosité qui change et qui devient masculine. Voilà. Pour les poils sur la barbe et sur la moustache, vous voyez que moi, au bout de 6 ans, je commence tout juste à avoir un petit duvet de la moustache. Ça va être pareil sur la barbe ou sur le torse. Et j'ai touché du bois et de la peau de singe, j'en ai pas eu dans le dos, mais ça peut arriver. Voilà. Si au bout de 3 mois, je préfère préciser que ça n'arrive pas de suite. Après, bien sûr, au fur et à mesure des prises de testostérone, d'injection, alors soit vous le faites vous-même par intramusculaire, et au début du parcours, pour éviter faire venir les infirmières, je l'ai fait, mais au départ on l'a fait vite, et puis après on l'a fait de plus en plus lentement, donc je conseille une infirmière. Après, ce que moi je n'ai pas fait, c'est aussi d'aller voir un orthophoniste pour poser sa voix. Moi je l'ai fait tout seul parce que, et ceux qui veulent faire tout seul, c'est pas trop compliqué. Si vous aimez chanter, ou si vous aimez la voix de quelqu'un de connu, homme, ou inversement femme, si vous voulez devenir une femme, vous essayez de vous poser dessus. Voilà. Et au fur et à mesure, la voix elle vient tout seul. Une fois que donc cette année d'hormonothérapie est finie, donc vous avez encore un rendez-vous chez l'endocrinologue pour renouveler l'ordonnance, parce que l'ordonnance de testostérone se renouvelle une fois par an, bien sûr avec prise de sang pour voir si vous supportez les hormones, si vous supportez la dose qui vous a été prescrite. Donc une fois ça, il y a le conseil qui se réunit une deuxième fois pour voir si vous pouvez commencer les opérations. Voilà. Si l'accord est donné, vous êtes parti pour les opérations. Donc bien sûr, avec ça, toujours le suivi du psychiatre qui nous suit, et comme je l'ai dit au départ, continuer à voir un autre psychiatre à côté, ou un psychologue, parce que même si c'est toujours ce qu'on a voulu, on a quand même vécu quelques années dans un corps, même s'il n'était pas le nôtre, dans un corps que la nature nous a donné. Donc le changement peut être brutal. Donc après la première opération, la mastectomie, donc je vous ai montré la cicatrice, on se sent libéré, et il y a un poids qui s'enlève, vraiment un poids, mais c'est là que le parcours du combattant il commence, parce que on n'est plus le même, on a le visage qui a changé, mais nos papiers d'identité, c'est tout, nos papiers d'identité, notre carte de sécurité sociale, notre mutuelle et nos diplômes sont toujours les mêmes. Et pour ceux qui sont encore en études, c'est faire admettre à ceux, aux proviseurs, aux profs, aux surveillants, ou à la fac, aux profs et aux doyens, qu'il faut qu'ils nous considèrent comme un homme ou comme une femme.
Après, les problèmes de famille, j'en parlerai après. Mais ça, c'est le plus important. Donc une fois que la première opération est faite, donc la mastectomie, il faut attendre au minimum 6 mois, le temps que... parce que c'est quand même une opération où on reste hospitalisé 4-5 jours, ou 3-4 jours, ça dépend du niveau de la cicatrisation, encore une fois, et des problèmes ensuite. Avec bien sûr une visite post-opératoire 1 mois après l'opération. Et puis c'est 1 mois à 1 mois et demi d'arrêt maladie. Et puis le temps que les produits anesthésiants, qui sont quand même puissants, puisque c'est une anesthésie générale à chaque opération, disparaissent. Donc une fois que la mastectomie est passée et que vous avez attendu 6 mois, vous pouvez reprendre rendez-vous pour planifier la deuxième opération, donc l'hystérectomie. Donc l'hystérectomie, comme je vous ai expliqué, c'est, pour parler crûment, une castration. C'est encore obligatoire par la loi française pour que l'État, la région, nous reconnaisse en tant qu'homme ou en tant que femme. Voilà. Donc une fois que l'hystérectomie est faite, pareil, là l'hospitalisation est un peu plus longue, c'est 1 semaine parce qu'il fouille quand même à l'intérieur, donc c'est quand même un peu plus important. 2 mois d'arrêt maladie bien sûr, et donc une fois que l'hystérectomie est faite, on peut aller chercher un avocat, parce que c'est obligatoire encore une fois. Et une fois qu'on a trouvé cet avocat, alors il y a des avocats qui sont commis d'office, j'appelle ça comme ça parce que c'est des avocats de région, qui vont prendre en charge notre dossier pour qu'il passe au tribunal de grande instance. Bah oui, et oui, pour que notre état soit reconnu, il faut passer par l'accord d'un juge. Et ça peut prendre du temps. Donc vous imaginez que niveau courrier, ça coince, parce que les recommandés, parce qu'on a des accusés de réception à avoir. Quand on présente notre carte d'identité et que le facteur ou la personne en charge dans le bureau de poste voit notre tête, voit la tête sur notre carte d'identité, elle se pose des questions. Donc ce que je conseille, c'est de venir avec au départ la lettre du psychiatre. Oui, je sais, ça met mal à l'aise, oui, je sais, c'est éreintant, mais c'est la seule façon qu'on puisse avoir des courriers qui sont importants, parce que c'est soit une lettre de l'avocat, soit une lettre du tribunal qui nous convoque. Et puis ce jour-là, la décision du tribunal, c'est le début du combattant. Parce qu'une fois qu'on a la décision du tribunal, il faut faire des courriers à l'administration ou à la mairie de naissance pour avoir un extrait de naissance, pour qu'ils changent sur le livret de famille notre prénom. Ensuite, il faut envoyer un courrier à la sécurité sociale, à la mutuelle, et puis, si on a des diplômes ou pas, envoyer tout ça à l'Académie française pour qu'ils changent nos prénoms sur nos diplômes et sur le permis. Donc ça peut prendre, et puis bien sûr la carte d'identité, donc ça peut prendre des plombes. Et c'est un combat épuisant. Mais enfin, alléluia, l'État nous reconnaît enfin comme on est et comme nous sommes. Une fois qu'on a tous ces papiers, alors il y en a qui choisissent de faire la phalloplastie, comme je l'ai choisi, et il y en a qui choisissent la méthodoplastie. Donc la méthodoplastie, c'est juste un agrandissement du clitoris. C'est pas bien grand, mais après c'est chacun fait comme il veut, ça fait de la taille d'un enfant entre 8 et 12 ans, 13 ans, voilà. Après
après, c'est chacun fait comme il veut. Je ne juge et ne jugerai jamais personne là-dessus. Pour tout ce qui est des testicules, il faut savoir que ce sont des implants comme dans les seins, donc en silicone. Pour ceux qui choisissent la phalloplastie, donc ça se fait soit de deux façons, soit brachial, donc ici, donc ils vous prennent la peau, les veines et des artères bien sûr, et voilà, enfin bon bref, ici, et ils vous coupent de là à là, donc ça vous fait une cicatrice comme je l'ai là, mais sur le bras, voilà. C'est assez contraignant de l'avoir sur le bras, mais il y en a qui choisissent ça, et c'est possible. Par contre, le petit conseil que je vous donne, c'est surtout, et même si c'est un rêve pour beaucoup, on n'a qu'une chose en tête quand on dit, quand on veut se faire opérer, c'est je veux faire pipi debout. Alors sachez qu'ils peuvent le faire, hein, mais que c'est quelque chose encore de dangereux. Parce que, bien sûr, sur le bras, bien sûr, ils vont prendre sur le bras, pour ceux qui choisissent donc de vouloir faire pipi debout, mais l'urètre féminin ne sera pas assez grand, donc ils vont devoir rajouter un petit bout, pour simplifier les choses, un petit bout de tuyau. Donc sachez que l'urine, c'est quand même quelque chose de très acide, donc avec un danger que le tuyau perce. Donc vous imaginez bien les problèmes après. Et puis le fait aussi que vous ne vidiez pas entièrement la vessie. Mais après, comme je le dis, c'est chacun fait comme il veut et comme il le sent. Moi, je ne dis que les risques. Moi, j'ai choisi d'aller me faire opérer à Foch. Ils ne pratiquent pas donc la brachiale, mais ils prennent la hanche. Comme vous avez vu, ils prennent la peau sur la hanche et sur le ventre. Le sexe sera un peu plus long qu'avec le bras, bien sûr, hein, parce qu'ils sont obligés, ils peuvent pas prendre tout le bras, hein, non plus. Mais après, comme je le dis, c'est chacun fait comme il sent. Moi, j'ai choisi ça et j'ai choisi de rester assis pour faire pipi, parce que j'ai pas envie de me retrouver tous les mois ou tous les 2 mois à l'hôpital pour faire mettre une poche urinaire ou pour me faire retirer, ou pour me faire implanter une sonde pour me faire vider la poche d'urine ou me faire opérer ou avoir des soucis. Mais ça, c'est parce que je suis un peu frileux et un peu peureux. Maintenant, donc une fois qu'on a la phalloplastie, elle va se passer en 2 étapes. Donc d'abord, ils vont nous construire un pénis et nous faire agrandir les grandes lèvres pour qu'on puisse s'habituer. Et ensuite, la dernière opération, ils vont nous mettre donc une tige érectile avec les silicones dans les bourses, et puis une pompe dans la tige érectile. Donc la pompe, ça sera pour avoir des érections, bien sûr. Et je vous rassure de suite, les sensations, on les a. Je n'ai pas encore la pompe ni la tige érectile, mais j'ai les sensations. Voilà. Donc ça, c'était pour le parcours. Maintenant, pour ceux qui font le parcours non officiel, il faut que vous sachiez que les prix varient. Et les prix des opérations, hein, je ne parle seulement que des prix d'opération, varient entre 8 000 et 40 000 euros. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée les internautes, j'espère que vous allez me suivre, parce que je pense que j'en vaux la peine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir et bonne journée.